11 872 000. C'est le nombre de téléspectateurs qui, le 12 janvier 2002, se sont assis devant leur poste de télévision pour regarder la finale d'une toute nouvelle émission, la Star Academy. Le concept est simple. 16 jeunes sont enfermés dans un château sans contact extérieur durant 12 semaines. Durant ce laps de temps, ils suivent des cours de chant, de théâtre, de danse, dans un seul objectif, apprendre à devenir des artistes professionnels. Et il se trouve que ça va fonctionner au-delà de toutes les espérances. Non seulement les audiences télévisées explosent, mais également des artistes construisent de véritables carrières dans le temps. Jennifer ou Nolwenn Leroy, des artistes françaises encore connues aujourd'hui, sont au départ les gagnantes de la première et deuxième saison de la Star Academy, sans oublier Grégory Lemarchal. Bref, l'émission est un carton en tout point, sauf qu'en 2009, tout va s'arrêter. Après une 8e saison parrainée par non moins que Christophe Maé et Rihanna, TF1 va mettre fin à l'émission. Ce n'est qu'en 2022 qu'elle refera surface pour fêter ses 20 ans. Et au vu de l'engouement qu'a créé la Star Academy en France tout au long de son histoire, je me suis posé des questions. D'où vient cette émission qui a conquis plusieurs générations? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Et aussi, répond-elle à la promesse qu'elle fait aux aspirants artistes? Le rêve commence-t-il vraiment à la Star Academy comme le prétend leur slogan? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. La Star Academy n'aurait pas dû exister. En fait, c'est une vengeance pour TF1. Au début des années 2000, il y a 2 chaînes de télévision en France qui se battent pour l'attention des téléspectateurs. C'est TF1, chaîne la plus regardée de France, et M6. Mais à l'étranger, le paysage audiovisuel est en train de changer. Depuis les années 70, les États-Unis testent un nouveau format, la télé-réalité, avec notamment An American Family et plus tard The Real World. La télé-réalité, c'est un tout nouveau concept dont la principale caractéristique est de filmer des gens, la plupart du temps de parfaits anonymes, dans leur vie quotidienne, souvent avec une notion d'enfermement. Il va y avoir plein de déclinaisons, mais la base, c'est ça. Sauf qu'en Europe, à part au Royaume-Uni, la télé-réalité, ça a pas trop percé encore. Jusqu'à ce qu'une petite société de production néerlandaise du nom d'Endemol lance une émission aux Pays-Bas, Big Brother. Oui, c'est une référence au livre 1984 de George Orwell. Il va y avoir un avant et un après Big Brother dans le monde de la télé mondiale. Le principe de Big Brother, c'est de mettre 12 anonymes qui ne se connaissent pas dans un lieu clos et de les filmer 24 heures sur 24. Pour voir ce que ça donne. Aux Pays-Bas, ça va être un raz-de-marée. Et Endemol, fort de ce succès, va exporter Big Brother dans d'autres pays du monde et dans le monde entier, dont la France. Sauf qu'en France, on a une petite réticence. TF1 et M6 se battent en interne et ils arrivent à une conclusion. Un pacte secret à l'époque disant qu'aucune des 2 chaînes ne diffuserait de télé-réalité. Soi-disant, on veut pas de ça en France. Sauf qu'en réalité, ce n'est qu'une question de temps avant qu'M6 ne brise ce pacte. Rappelez-vous, les 2 sont en concurrence féroce et M6 est en position de faiblesse. C'est donc elle qui va briser l'accord en premier et collaborer avec Endemol pour sa propre version de Big Brother, Loft Story. Si cette version est un peu plus soft que dans les autres pays européens, ça reste un grand pas dans la télévision française. On voit de l'alcool, on voit plus ou moins du sexe, on a franchi une étape. Sauf que ça va très bien marcher. Le public est complètement au rendez-vous. Et là, forcément, TF1, ils sont colère. Ils vont tout faire pour détruire M6. Procédure judiciaire, plainte au CSA, ils font débarquer la police sur le plateau de Love Story. Le PDG de TF1 fait une tribune dans Le Monde, sauf qu'en faisant ça, ils attirent la curiosité du public, mais ils s'attirent aussi les foudres du public. Celui-ci considère que ce serait liberticide d'arrêter Love Story au vu de son succès. TF1 comprend qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La guerre est lancée et le seul moyen de la gagner, c'est de s'y engager. Et c'est comme ça que va naître la toute première vraie télé-réalité de TF1, la Star Academy. Émission créée par Endemol, les mêmes qui produisent Love Story. Sauf que la Star Academy, ça va pas marcher. La Star Academy, c'est la version française d'une émission produite par Endemol qui marche aux Pays-Bas, Star Maker. La première saison se lance et le concept est celui qu'on connaît. 16 jeunes, un château, 12 semaines et des cours. Ça démarre assez doucement niveau audience, mais surtout, au fil des épisodes, ça baisse. Le problème, c'est que les tout premiers épisodes de la Star Academy sont surtout axés sur les personnalités et les interactions entre les candidats. C'est un peu inspiré de Love Story dans l'idée et c'est très people. Amitié, rivalité, joie, peine,
Rien ne vous échappera. Voyant les audiences chuter, TF1 et Endemol se disent qu'il faut tenter quelque chose, et quitte à tenter quelque chose, autant essayer d'aller dans le sens inverse que prend la télé-réalité. En ce sens, ils vont essayer de recentrer l'émission plus sur les cours et donner au programme un aspect sérieux. C'était la bonne idée. La Star Academy décolle petit à petit, et lors de sa finale, le programme voit naître sa toute première star, Jennifer. TF1 a doublement réussi son pari, faire de l'audience et créer des stars qui vont faire carrière dans la musique. Et ce n'est pas qu'un coup de chance, puisque l'année suivante, c'est Nolwenn Leroy qui remporte la 2e saison et qui enchaîne sur une carrière assez brillante. Puis en saison 3, c'est Élodie Frégé qui sera un peu moins connue, mais quand même, ça reste ultra respectable. Mais le bonheur n'est pas fini pour TF1, puisque la 4e saison s'apprête à accueillir un jeune homme de 21 ans qui, grâce à l'aide de la Star Academy, va devenir une légende de la musique française. Parmi les 18 candidats de la 4e saison de la Star Academy se trouve un jeune garçon du nom de Grégory Lemarchal. Très vite, Grégory se démarque par sa voix et par sa personnalité. Il devient l'un des candidats préférés du public dès le début. Les audiences sont beaucoup plus hautes que la saison 3, entre autres grâce à Grégory, et sans vraiment de surprise, c'est le gagnant de la finale de la saison 4 avec 80% des votes du public. Votes du public sur lesquels cependant on va revenir plus tard dans la vidéo. À partir de là, débute pour le jeune chanteur une carrière folle. Il sort son premier album dans la foulée, qui devient disque d'or puis double disque d'or. Il embarque sur la tournée Star Academy évidemment, il remporte un Energy Music Award, il part sur sa propre tournée, remplit l'Olympia, et tout ça en 2 ans. L'engouement du public est tellement fort qu'on parle de Gregmania, en référence à la Beatlesmania, le phénomène des fans complètement fous des Beatles. Mais malheureusement, 1 an plus tard, il va mourir. Grégory était atteint de la mucoviscidose, une maladie incurable qu'il avait jusqu'ici très bien domptée, mais malheureusement, il va décéder dans l'attente d'une greffe des poumons qui n'arrivera jamais. Il avait alors 23 ans. Cette mort va chambouler la France entière. Pour vous donner une idée, juste après son décès, un reportage, Grégory, la voix d'un ange, est diffusé sur TF1, et c'est 6 millions d'euros qui sont récoltés pour aider dans la recherche autour de la mucoviscidose. Et évidemment, les élèves de la Star Academy, de sa saison ou non, lui rendent hommage. Encore aujourd'hui, dans la saison 2024, les élèves ont interprété un titre inédit de Grégory Lemarchal pour lui rendre hommage. Grégory est devenu, un peu malgré lui, un emblème de la Star Academy. Mais après sa mort, rien ne sera plus jamais pareil pour l'émission. Les saisons 5, 6, 7 et 8 ne vont pas être très marquantes. La seule star qui va émerger, c'est Quentin Mosimann, qui ne va pas percer en tant que chanteur, mais en tant que DJ, et plus tard. Aujourd'hui, c'est un DJ très écouté d'ailleurs, mais son nom est pas vraiment associé à la Star Academy, et c'est pas le parcours grand public d'une Jennifer ou d'un Grégory Lemarchal, ceux qu'attendent plus ou moins TF1 et Universal, la maison de disques qui signe le gagnant. Les audiences au fil des 4 saisons sont en chute libre, et la 8e saison va mettre le coup fatal à la Star Academy. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, le casting particulièrement de cette saison 8 n'est pas fou. Les élèves ne sont pas aussi intéressants tant sur le plan musical que humain. En plus, ironiquement, TF1 et Endemol essaient de décentrer l'émission des cours pour l'orienter plus vers les clashs et les relations entre les candidats. Loin de moi l'idée de penser qu'ils apprennent pas de leurs erreurs, mais un peu quand même. Les règles ne cessent de changer pour essayer de s'adapter au public, mais juste ça marche pas. La recette même ne change pas, on a une impression de déjà vu. Là, il y a eu 2 saisons en 1 an. Bref, c'est trop. Tout le monde est lassé et plus personne, même en interne, ne semble être convaincu par ce qui est proposé. Les audiences de la finale de la saison 8 sont les pires jamais enregistrées par l'émission, et cette saison signe la fin de la Star Academy sur TF1. Le temps passe et en 2019, la Star Academy lance sa chaîne YouTube officielle où elle publie plein d'extraits de Prime des anciennes saisons. Leurs vidéos rencontrent un petit succès et cette chaîne permet notamment de faire découvrir aux plus jeunes ce qu'est la Star Academy. Puis, en 2021, TF1 décide de diffuser un documentaire en 3 parties sur l'émission pour fêter l'anniversaire des 20 ans. C'est assez intelligent de leur part de faire ça parce que, notamment depuis le confinement en 2020, on observe une forte montée du sentiment de nostalgie. Et ce genre de documentaire surfe parfaitement sur cette émotion. C'est exactement ce qui va arriver. Le programme va attirer énormément de gens, notamment des jeunes. C'est le déclic chez TF1, il faut relancer la Star Academy. Il faut lancer une nouvelle saison. Un jeu d'équilibriste va alors commencer. Comme le dira
Nathalie Nadeau-Albertini, une spécialiste des programmes de télé-réalité. Il fallait que l'on perçoive la filiation avec les précédentes saisons sans que le public ait une impression de déjà-vu. Pour résoudre cette équation, TF1 et Endemol vont commencer par reprendre les éléments phares qui ont fait le succès de l'émission. Le château, le concept en lui-même, et axer l'émission sur les cours et non sur l'aspect people. De l'autre côté, il faut s'adapter à la nouvelle génération que TF1 veut absolument toucher. Il y a donc moins de compétition, par exemple, entre les candidats, contrairement aux saisons précédentes, notamment celle de Grégory Le Marchal. C'est considéré plus bienveillant et aussi ils utilisent TikTok, évidemment. Et ça marche! Ça marche super bien. Non seulement les audiences sont très bonnes, mais TF1 a réussi à réunir plusieurs générations autour de la Star Academy, notamment les jeunes générations que la télé cherche désespérément à attirer. TF1 est content, Endemol, la société de prod, est contente, le public est content, mais il reste une question. Est-ce que les artistes sont contents ? L'émission reçoit différentes critiques concernant son traitement des apprentis artistes. Le premier reproche est en fait un reproche adressé à tous les programmes de télé-réalité. On filme des gens 24 heures sur 24. Enfin non, plus précisément, aujourd'hui, on les filme 22 heures sur 24, puisque le CSA, ou Conseil supérieur de l'audiovisuel, est arrivé au début de la télé-réalité et a dit « Attendez, non, 24, c'est trop. 22 heures, c'est bien !» En gros, toutes les émissions de télé-réalité doivent normalement mettre en place 2 heures non consécutives, dites heures CSA, heures pendant lesquelles les candidats ne sont pas filmés, et il y a normalement une salle CSA à disposition qui est censée ne pas être équipée de caméras. Censée. Alors dans les faits, c'est un KGB de 2 mètres carrés, de 4 murs blancs, un plafond blanc, un sol blanc, et t'as quand même une caméra dite de sécurité. La deuxième critique adressée à la prod de la Star Academy concerne le rythme dans lequel sont plongés les candidats, notamment pendant la tournée qui suit la finale. Bon, juste pour nuancer ça, je dis pas que c'est pas grave, mais il faut quand même préciser que tous les artistes qui font des tournées ont un rythme difficile. Être en tournée, c'est très difficile, et par essence, ça le sera toujours, au moins un peu. Par contre, les artistes de la Star Academy ont une particularité par rapport à tous les autres artistes. Ce sont au moins autant, voire plus, des candidats de télé-réalité que des musiciens. En tout cas, à l'instant T. Ce que ça signifie, c'est que leur destin, tout au long de l'émission, est entre les mains de producteurs télévisés. C'est la production qui crée les histoires, qui crée le narratif. Elle récupère 22 heures de rush et en fait une histoire cohérente pour le spectateur qui dure moins d'1 heure. Cependant, dans le cas de la Star Academy, c'est à nuancer un petit peu parce que vous avez le live 22-24 qui vous permet de vous faire votre propre avis sans forcément le montage qu'on voit à la télé. Si cette histoire de narratif est beaucoup plus flagrante sur des émissions comme Le Loft ou Secret Story, ça reste vrai dans une certaine mesure à la Star Academy. Ça signifie que si la prod veut moins vous mettre en avant pendant les cours ou montrer une facette particulière de vous au public, ils vont le faire. Et d'ailleurs, vous ne le saurez pas puisque vous ne voyez pas ce qui est transmis lors des quotidiennes. Mais à la sortie non plus, vous n'aurez pas de recours puisque vous signez une clause de confidentialité avec Endemol, ce qui est normal, c'est le cas de toutes les productions télévisées. Mais il y a une dernière chose qui est reprochée à la Star Academy. Une accusation qui la suit depuis longtemps, le trucage du gagnant. Les voix seraient potentiellement truquées. Évidemment démentie par toutes les personnes interrogées, c'est une accusation qui revient à peu près sur toutes les saisons. Le journaliste Daniel Schneiderman dira notamment « On a projeté une séquence de la Starac où l'on voyait clairement que les organisateurs arrêtaient les votes lorsque le candidat qu'ils avaient choisi avait gagné. » Bon, ça c'est les ombres sur le tableau. Cependant, il y a aussi énormément de points positifs. Déjà, les artistes qui entrent à la Star Academy sont conscients que c'est de la télé-réalité. Ils sont donc conscients des risques, entre guillemets, que ça représente. Il n'y a pas de surprise. Et surtout, et c'est quand même pas négligeable, on parle d'inconnus qui ont soudain une visibilité et qui peuvent construire des carrières de fous, des carrières qui dépassent de loin la Star Academy. La nuance là, c'est que ce n'est pas tous les artistes. En réalité, c'est souvent juste les gagnants, et encore, on va y revenir. Bon, donc, en résumé, TF1 est content, Endemol est content, le public est content, les artistes sont a priori globalement contents, en tout cas au courant de ce qu'ils font, mais il y a un autre acteur qui peut être très content également. Cet acteur, c'est Sony Music. Sony Music, avec TF1 et Endemol, ils ont réussi quelque chose qui peut vous paraître banal ou qui peut vous paraître écrit, mais qui relève pourtant de l'exploit. Le cas Pierre Garnier. On en parle souvent sur cette chaîne, le monde se fragmente. Il devient de plus en plus difficile de fédérer, de devenir mainstream, et particulièrement dans la musique. On en reparle dans quelques instants, mais ça n'a pas forcément que des mauvais côtés. En attendant, c'est une réalité. Créer des stars nationales ou internationales, c'était plus facile avant, notamment avant Internet. Pourtant,
La Star Academy a réussi cet exploit et a réussi à fédérer plusieurs générations autour d'un artiste, Pierre Garnier. 2 millions de streams en 24 heures avec Ce qu'on était. C'est le meilleur démarrage en variété française depuis notre création. Un phénomène assez dingue, dira Loïc Desmailles, un employé de chez Spotify. Et ce n'était pas écrit. C'est d'autant plus fort quand on voit la différence de succès entre la gagnante de la saison 10 de la Star Academy, Anisha, et Pierre Garnier. Anisha, vous ne vous souvenez peut-être même plus d'elle. Désolée pour elle. Et je me suis posé la question, comment c'est possible une telle différence alors qu'ils ont globalement les mêmes moyens à disposition? J'ai trouvé 3 éléments qui peuvent expliquer ça. Le premier, c'est le style musical. Ce que fait Pierre Garnier est peut-être un peu plus accessible que ce que fait Anisha et peut-être un peu plus dans l'air du temps avec les guillemets que ça nécessite. Le deuxième, c'est le marketing. Déjà, on peut voir que les récompenses aux gagnants sont très différentes de celles des premières saisons. Jennifer et Nolwenn Leroy, elles ont gagné 1 million d'euros, un album, une tournée et un Olympia. Anisha, elle a gagné 100 000 euros et un contrat avec Sony Music. Mais comme Pierre Garnier, juste lui, il a eu un financement de sa tournée en plus. Mais globalement, ils ont eu la même récompense, alors ça n'explique pas leur différence, en tout cas sur le papier. Dans les faits, pendant l'émission, le marketing de Pierre Garnier a été excessivement bien géré, et il y avait déjà une appétence du public pour Ce qu'on était bien avant qu'il sorte officiellement. On l'a vu notamment avec cette fameuse interruption du live en plein direct par Dadju. J'essaie toujours de me convaincre que c'était réel et que c'était pas préparé en avance. Et puis, dernier point, et là c'est un avis strictement personnel, et ça va peut-être vous étonner si vous me connaissez, mais je pense que même avec tout le budget marketing du monde, l'amour du public, tu peux pas le forcer, et encore moins à long terme. À mon sens, pour tous les artistes, il y a des signaux faibles, une sorte d'engouement instinctif de la part du public, à la fois sur une carrière globale, mais aussi sur des titres au sein d'une discographie. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pierre Garnier et Ce qu'on était. C'est un titre que le public a aimé jour 1. Un autre exemple de ça, c'est les One Direction. Les One Direction ont été formés devant le public. C'était 5 garçons mis ensemble par la production. C'est pas les gagnant de l'émission, c'est pas le seul groupe formé artificiellement, mais tout de suite il y a eu des signaux, un engouement vraiment particulier des fans. Quand vous avez de la chance, c'est carrément le grand public, c'est-à-dire une catégorie très large de personnes qui vous aiment. Mais vous pouvez aussi avoir ces signaux faibles dans une niche. C'est pourquoi, au début de cette partie, je disais que la fragmentation n'avait pas que des mauvais côtés. Elle vous permet de trouver votre niche musicale et donc votre public plus facilement. Je vais vous donner un exemple personnel avec l'artiste avec lequel je travaille, Lac. Le tout premier single qu'on a sorti, on a eu des signaux d'engouement qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et nous, on vise une niche ultra précise, parce que c'est du rock et du rock en français. On l'a vu sur d'autres titres, il y a eu moins d'engouement. D'ailleurs, je glisse là que Lac a sorti un tout premier clip, on l'a tourné ensemble, le titre s'appelle Une fois encore, n'hésitez pas à aller checker, le lien sera dans la description. Bref, certains titres prennent mieux que d'autres, certains artistes prennent mieux que d'autres, et Pierre Garnier a réussi à décrocher le jackpot. J'ai l'impression, et c'est un avis personnel, que la Star Academy apporte au global quelque chose d'assez positif dans le paysage de la musique en France. Déjà parce que c'est une télé-réalité qui a un vrai but. C'est pas une expérience sociale étrange à la Secret Story. Là, il y a un vrai objectif, et aussi un vrai travail pour tous les candidats au fil de l'émission. Le contenu de leur journée leur apprend des choses, que ce soit des compétences concrètes en rapport avec le métier d'artiste, ou les qualités requises pour devenir un artiste professionnel. Ça montre aussi au grand public que ce travail, c'est un vrai métier, contrairement à ce que certains peuvent penser. Le seul point qu'il faut garder en tête, c'est que ça reste de la télé. Ce n'est ni bien ni mal, c'est un fait. Ça reste une télé-réalité faite pour le divertissement. Et que vous soyez un simple spectateur ou que vous vouliez candidater à la Star Academy, ce qui est possible aujourd'hui, il faut avoir cette donnée en tête. Ces programmes ne sont jamais conçus, en tout cas jamais uniquement conçus, par des passionnés de musique. Et c'est le cas de tous les programmes télé. En soi, dans le cas de la Star Academy, ce n'est pas grave, c'est le jeu. Mais il faut juste en être conscient et choisir ou non, en pleine conscience, d'en être joueur ou spectateur. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses. C'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.